Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette session dans laquelle on va traiter de 3 problèmes de performance. Cette session a été à l'origine présentée pour les journées SQL Server 2013 et suite à un problème technique dans lequel l'enregistrement de la session a été perdu, eh bien on vient de réenregistrer cette session en avril 2014. On va faire les présentations. Donc, je suis David Bafaleuf, je suis consultant base de données pour CapData depuis 15 ans. Et je suis Benjamin Vezon, je suis consultant en base de données depuis une douzaine d'années. On est donc tous les deux collaborateurs d'une société qui s'appelle CapData, qui est une société qui travaille exclusivement dans le domaine des bases de données et qui est la filiale data management d'une société qui s'appelle Osmosium. Et vous pouvez retrouver tous nos articles sur le blog CapData, http://blog.capdata.fr, ainsi que cette vidéo et toutes les autres vidéos sur la chaîne YouTube CapData. Un petit slide pour invoquer les dieux de la démo, puisque comme vous allez le voir, cette session se base sur des démos et on espère vraiment que tout se passera correctement. Donc l'idée, c'est de faire un maximum de démos. Ce qu'on va voir dans cette présentation, c'est la démonstration de chaque problème de performance, suivi d'un résumé des actions qui ont été effectuées dans chaque démo, et enfin d'une petite synthèse des éléments clés qui auront été vus. Donc on attaque le problème numéro 1. Alors on va déjà commencer par initialiser nos attentes, clearer nos attentes. Et l'idée de ce problème numéro 1, c'est d'étudier la mise en concurrence de deux traitements. Un traitement plutôt orienté transactionnel et un traitement plutôt orienté décisionnel. Donc j'ai un rapport qui est ici, qui me ramène le top des ventes du mois courant, donc c'est basé sur AdventureWorks, hein, une base qui a été un peu modifiée pour avoir une volumétrie qui nous permette de montrer des phénomènes un peu intéressants. Et ce rapport, vous voyez, quand je le rafraîchis, on est dans un temps d'exécution qui est sous la seconde. Okay. L'idée, ça va être de le confronter, ce traitement qui est donc dans le petit query stress de droite, le mettre en concurrence avec un traitement plutôt transactionnel qui va mettre à jour une table. Okay. Avec un grand nombre d'itérations. Chaque traitement est exécuté sur un thread. Okay. Donc la première chose qu'on voudrait mesurer déjà, c'est quelle est la condition, dans les conditions idéales d'exécution, c'est-à-dire lorsque le traitement est tout seul, n'a pas de concurrent sur l'instance, voir quel est son temps d'exécution. Donc ce que je vais faire, c'est je vais d'abord lancer chaque traitement séparément et au bout de 30 secondes mesurer le temps moyen d'exécution. Donc on voit tout à l'heure ici, là, on était sous la seconde, on est à 55 centièmes. « 57 centièmes de seconde. Je vais couper à 30 secondes. Et on va arriver à peu près à 0,58, 0,59, voilà, 0,58. Et je vais aller noter, je me suis fait un petit tableur Excel, et je vais aller noter dans ce petit tableur le temps idéal pour mon traitement SSRS. Puis je vais faire la même chose avec mon update, qui lui va beaucoup plus vite. En tout cas, on voit le temps par exécution qui est proche de 114 millisecondes à peu près. Donc pareil en situation idéale, sans concurrence d'accès. On note évidemment que les deux requêtes en concurrence portent sur le même objet, qui est Sales Order Detail notamment. On arrive à 30 secondes, on va être à peu près à 110 millisecondes. Voilà, 109 millisecondes. Ok, ça c'est la situation idéale. Et puis on va voir la situation la plus contraignante, qui est de lancer les deux traitements en même temps. Et pareil, on va les laisser tourner aussi entre 25 et 30 secondes, et relever les temps d'exécution de chaque traitement. On voit que notre update est un peu pénalisé.
un dixième de seconde de plus. L'update, quant à lui, le select, le rapport, quant à lui, est un peu plus pénalisé aussi. Si je le lance d'ailleurs manuellement, on voit tout de suite qu'on n'est plus du tout sub-seconde. Là, on est vraiment... il faut un tout petit peu plus d'une seconde. Pour l'exécuter, c'est aussi ce qu'on constate ici. 40 secondes, on va couper. Et on va noter les temps. Donc 0,188 pour l'update. Et 1 seconde 33 pour le select, pardon. Voilà. Donc ça, c'est la situation la pire. Les deux traitements sont en concurrence. On voit qu'on perd un peu sur la partie transactionnelle et qu'on perd beaucoup, on fait plus que x2 sur la partie décisionnelle. Donc le but du jeu de ce scénario-là, ça va être de faire en sorte que les deux traitements cohabitent le mieux possible. On va voir différentes solutions. Ok, je vais relancer mes deux traitements pour que ça tourne un petit peu. Et on va regarder un petit peu les attentes globales. Alors j'ai créé cette vue VWeights, je peux vous montrer la définition de la vue pendant qu'elle récupère les données. C'est une vue que j'ai créée dans la base master. Qui va simplement aller récupérer, faire des agrégats d'attente en excluant certains événements d'attente ici, et en calculant les moyennes, en séparant un peu la partie ressources qui est l'attente sur des ressources comme des verrous ou des IO, ce genre de choses, et l'attente signal qui est le temps passé réellement dans la file d'attente runnable. Calculer un pourcentage global. Donc qu'est-ce que ça nous ramène tout ça? On voit que les deux événements d'attente principaux sont liés à du verrouillage. On voit ici, les deux premiers, c'est du verrou, et en pourcentage, on voit que ça représente quand même plus de 60%, 64, 65% du temps d'attente complet total de l'instance depuis la dernière initialisation que j'ai fait un peu plus haut. Donc en sachant que les attentes globales sont plutôt de type lock, je vais aller m'intéresser à une vue qui est plus live, c'est-à-dire c'est une vue qui va nous permettre de voir en temps réel quelles sont les sessions en attente, et je vais m'intéresser à cet événement d'attente qui est le verrou. Donc comme les verrous sont assez éphémères, hein, on n'a pas forcément la possibilité de les voir en permanence, c'est les verrous qui sont posés de manière très rapide, et donc la session qui attend va pas attendre indéfiniment. Donc elle attend un petit peu, c'est pour ça qu'on voit pas forcément la situation à chaque select. Je suis obligé d'exécuter plusieurs fois cette requête pour arriver à capturer une situation où j'ai ma requête qui attend. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme information? Donc l'adresse de la tâche qui est bloquée, le session ID, l'événement d'attente, le nombre de millisecondes, vous voyez que c'est relativement éphémère, hein, 45 millisecondes d'attente sur cette ressource-là. Et la session bloquante qui est la 55. Et ensuite, je ramène un petit peu plus d'informations détaillées, dans le sens où je ramène le texte SQL de la requête bloquée, le texte SQL de la bloquante, c'est pas surprenant, vous voyez, j'ai le rapport qui est bloqué d'un côté, l'update qui est le bloquant de l'autre côté, et le plan du bloqué. Ok. Donc dans le plan du bloqué, je vois que je fais un cluster index scan sur sales order detail, un cluster index seek sur la table produit, une jointure de nested loops. J'ai un coût qui est de 1,6. Okay. J'ai une petite information là-haut de la part d'SQL Server qui me dit potentiellement si je crée cet index sur ces colonnes-là, donc modified date et product ID line total, je pourrais faire baisser ce coût de 1,6 ici, faire baisser ce coût-là de 57%, en gros de le diviser un peu plus par deux, un peu plus de 2. Donc on se dit, pourquoi pas, faisons ça. On crée cet index. Notez que j'utilise online on, hein, j'ai toujours mes deux traitements qui sont en cours d'exécution.
Non, pardon. Ça m'a pas empêché de créer l'index en mode online. J'ai pas eu de blocage. On va vérifier qu'il est bien utilisé. Alors, pour vérifier qu'il est bien utilisé, je vais couper l'activité, voilà. Et je vais lancer le rapport en incluant le plan d'exécution. Incluant le plan d'exécution. Je ne suis pas dans la bonne base. Voilà, et j'ai bien un index SIC sur Sales Order Detail, sur l'index que je viens de créer. Ok. Le coût, quant à lui, n'a pas vraiment été divisé par 2. Bon, au moins, on voit que notre index a été créé. Alors, on va voir sur la charge sur les deux si on y gagne quelque chose. Donc, on relance nos deux traitements. On se rappelle que le traitement de reporting qui est à droite ici avait mis plus d'une seconde, 1 seconde 3 au bout de 30 secondes. On voit que là, on a bien amélioré notre temps de traitement. On est revenu sous la seconde, on est à peu près à 0,8 secondes. En revanche, si on regarde le traitement transactionnel, qui était dans son temps idéal à peu près une centaine de millisecondes, et dans le temps dégradé au max à peu près 200 millisecondes, on voit que là, on a pris une grosse claque. D'accord, je coupe à 36 secondes. Je vais noter les temps, donc 0,84 pour le traitement OLTP, 0,84, et 0,75 pour le traitement décisionnel. Alors non, c'était l'inverse. Pardon, 0,84 et 0,75. Voilà, donc on voit que sur la partie SSRS, ça va quand même beaucoup mieux. On est presque revenu à notre temps idéal qui était de 0,58 tout à l'heure grâce à cet index. En revanche, au détriment du traitement OLTP sur l'index. Okay. Souvent, ce qui se passe, c'est que la base sur laquelle on lance des traitements décisionnels, c'est d'abord une base transactionnelle de métier. Donc, ce qu'on veut surtout pas, c'est que les rapports, l'activité de reporting dégrade notre activité transactionnelle, d'accord? Donc, cette option d'ajouter un index sur cette colonne, certes, elle nous refait gagner du temps sur notre rapport, mais le prix à payer n'est pas supportable. Donc, et d'ailleurs, si on interroge la vue sysdem db index usage stat, on va voir que cet index en question, certes, il a été utilisé en lecture, on voit ici, mais il a aussi été beaucoup touché en écriture. Donc il a un coût en écriture qui est trop élevé. Ça n'est donc pas une option. On choisit de supprimer l'index. Okay, donc on revient un petit peu à la case départ. Alors de quelles autres options on dispose pour limiter cette concurrence d'accès sur cette table Sales Order Detail? Pourriez-vous dire, éventuellement, ce qu'on voit un petit peu partout, utiliser du noloc. Eh bien, il faut savoir que sur les dernières versions, l'utilisation du int noloc est obsolète. Il va disparaître de la grammaire SQL Server avec les versions qui arrivent. Il faut lui préférer l'utilisation soit de read committed snapshot isolation level, soit snapshot isolation level dans la session. Okay. C'est donc ce qu'on va faire. On va utiliser le mode d'isolation read committed snapshots. Ça sera notre solution numéro 2. Alors, pour pouvoir changer le mode cette option en tout cas là, au niveau de la base de données, il ne faut pas qu'il y ait de session active dans la base. Okay, ici, effectivement, j'ai déjà 2 sessions. Donc soit je kill ces sessions, soit je peux utiliser l'option rollback immédiate pour forcer la fermeture des sessions qui sont dans la base et pouvoir appliquer le paramètre. Ok, il me dit que les transactions en cours ont été annulées s'il y en avait. Je vérifie bien que mon mode d'isolation est actif. Je réinitialise mes stats. Et on est reparti. Alors on voit qu'au niveau de l'update, ça va beaucoup mieux déjà. Ok,
on est revenu quasiment à notre temps à peu près normal. Et côté reporting, en revanche, bon, bah, on est quand même remonté au niveau de la seconde, on n'est pas à 1 seconde 3, à presque 30 secondes, on est à 1 seconde 0,8, hein, j'annule. Allez, 1 seconde 0,9 et 0,22. Donc 1,09 et 0,22. Mon update est donc à 0,22. Donc, ouf, ça va beaucoup mieux pour l'update. Et par contre, on est à 1,09. Donc, on n'est certes pas dans le pire du pire. On n'est pas à 1 seconde 3 comme on avait tout à l'heure. On a baissé, on a gagné un petit peu 300 millisecondes. Mais c'est quand même pas génial. On est quand même toujours 2 fois plus long que le temps idéal. Ok ? Et il y a un truc un peu particulier dans cette situation-là. Si on regarde de près, ici, il y a une des informations qui est renvoyée par SQL Query Stress qui est intéressante, qui est celle-là. Le nombre de logical reads par itération, le nombre de pages qu'on va devoir lire par itération. Et tout à l'heure, on était à peu près à la moitié, on était à 1200, un peu moins de la moitié, 1200, de 1200 à 1400 logical reads par seconde. Et là, on se rend compte qu'en récupérant le même nombre de lignes, donc en faisant la même requête, hein, on lit presque 2 fois plus de pages. Ok ? Qu'est-ce qui se passe? Dans les faits, on va regarder ici en mettant cette statistique SIO on, on va voir. Ah oui, c'est justement une des sessions qui a été killée par le rollback immédiat tout à l'heure, donc on la réexécute. Et ce qui va nous intéresser, c'est ici, cette valeur-là. Et tout à l'heure, je disais qu'on faisait entre 1200 et 1400 logical reads sur cette table Sales Order Detail. Maintenant, pour récupérer le même nombre de lignes, hein, on va lire presque le double. Si on regarde le plan d'exécution, comme on a supprimé l'index, on est revenu à la case départ, on fait toujours un cluster index scan là-dessus. C'est-à-dire qu'on lit toutes les pages, effectivement, de cette table. En utilisant DBCC IND, on peut voir le plan d'allocation de la table. Et effectivement, il y a bien plus de 2300 pages allouées pour cette table. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je regarde la fragmentation de mon objet, eh bien je me rends compte que la fragmentation est très très élevée. Ok. Comment est-ce possible? Eh bien tout simplement, lorsque on a passé la base en mode d'isolation Read Committed Snapshot, ici, cette étape, ce qui se passe au niveau physique, c'est qu'il y a un certain nombre d'octets qui sont ajoutés à la fin de chaque ligne pour pouvoir tracer l'adresse des lignes versionnées. Ce que fait le Read Committed Snapshot pour justement améliorer la concurrence d'accès sur les lignes, c'est que les lignes qui sont modifiées par une transaction courante sont d'abord copiées, on fait du copy on write, c'est-à-dire qu'on va copier la valeur de la ligne avant de la modifier dans une table de version qui se trouve physiquement dans TempDB. Okay. Et pour pouvoir traquer l'adresse où se trouvent ces versions, on est obligé de rajouter cette information-là dans la ligne. Ce qui fait qu'on a fait exploser la taille de chaque ligne et que ça a provoqué donc des splits de pages, et on se retrouve avec 2 fois plus de pages que nécessaire pour stocker la même quantité de lignes. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a ce niveau-là de fragmentation, typiquement sur un index? On le reconstruit. On revérifie sa fragmentation, et on est revenu à une valeur à peu près normale. Ok, on reclear les stats et les attentes, et on relance. Et là, vous voyez qu'on revient sur des valeurs 1487 logical reads, on revient sur les valeurs de départ. Ok, on est toujours à 0,2 secondes au niveau de l'update, on est toujours à 1 seconde au niveau du traitement décisionnel. Alors certes, on n'a pas gagné grand-chose,
par rapport au temps de tout à l'heure. L'index était fragmenté, mais on était quand même à 1 seconde. Là, on a défragmenté l'index, et on est toujours à peu près à 1 seconde. Okay, donc, en temps, on n'a effectivement pas gagné. Par contre, en nombre d'IOLU, on a gagné, et c'est pas rien. Parce qu'on gagne pas en temps de réponse que il faut négliger les gains en lecture. C'est ça de moins à lire sur les disques, et de place occupée aussi en mémoire, parce que ces pages qui étaient pas complètement denses, qui étaient même très peu denses, on a vu 92% de fragmentation, ça tient aussi de la place pour rien dans le buffer cache, et donc l'objectif c'est de minimiser l'espace que prennent ces pages dans le buffer cache. Donc le moins de pages on lit, et le mieux c'est, même si ça dure à peu près le même temps. Donc on va renoter nos valeurs, on est à 0,209 pour l'update, et 1,07 pour le select. 0,209 et 1,07. Et 1,07, pardon. 1,07. Voilà. On est arrivé à notre dernière solution possible. Ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à faire gagner, malgré tout, un petit peu en temps de réponse notre requête décisionnelle. On passe du temps le pire, qui était 1 seconde 3, à peu près 1 seconde. Et tout en maintenant un bon temps d'exécution pour notre traitement transactionnel. Okay. Il y a une question qui avait été posée lors des JSS qui vous permettait lors du concours Twitter, qui vous permettait de gagner des cadeaux. Cette question qu'on avait posée, c'était à chaque fois qu'on va mettre à jour, qu'on va clearer justement les événements d'attente, ça peut être intéressant de savoir de quand date la dernière mise à jour, justement, parce qu'on sait en général pas depuis quand les stats continuent d'accumuler des valeurs. Okay. Il y a une bonne façon de le savoir, c'est d'aller tracer le temps depuis lequel cet événement d'attente-là, qui est SQL Trace Incremental Flush Sleep, tourne. Il faut savoir que depuis SQL Server 2005, vous avez une trace SQL Trace qui est démarrée par défaut, qui s'appelle la trace par défaut. Vous pouvez certes désactiver, mais souvent on la laisse active, et le thread qui justement est chargé de gérer cette trace va, entre deux samples, attendre sur cet événement-là, qui est SQL Trace Incremental Flush Sleep. Donc ça veut dire que le thread qui gère cette trace, il est démarré depuis le dernier démarrage de la machine, ou depuis la dernière mise à jour de ces stats-là. Donc récupérer le temps d'exécution de ce thread-là, c'est une bonne façon de savoir de quand date la dernière mise à zéro de ces statistiques d'attente. Voilà, j'en ai terminé avec la démo. On va faire un petit résumé de ce qu'on a vu sur cette démo. Donc, le but c'était de optimiser 2 traitements concurrentiels sur le même objet, un update contre un select, en pénalisant le moins possible et l'un et l'autre, sachant que notre priorité c'était quand même de maintenir un bon temps d'exécution pour le traitement transactionnel. On s'est basé sur les attentes pour vérifier d'où pouvaient venir les contentions. On a créé un index qui avait été conseillé par l'optimiseur, et on a passé notre base en mode Read Committed Snapshot Isolation pour réduire la concurrence d'accès. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première démo? D'abord, et on l'avait dit lors de l'édition précédente des JSS, c'est l'utilisation des événements d'attente pour comprendre souvent d'où vient un problème de contention. Alors, c'est vrai que c'est un très très bon outil pour guider, aiguiller dans le diagnostic de performance, mais pour qu'il soit aussi pertinent, il faut penser à réinitialiser ces événements d'attente régulièrement. Si votre instance a été démarrée il y a 1 an et que ces statistiques d'attente n'ont jamais été réinitialisées, vous avez un problème peut-être depuis 2 jours, les événements un peu pertinents seront complètement noyés par l'historique qui s'est accumulé depuis le dernier démarrage de l'instance. Donc il faut vraiment penser à réinitialiser régulièrement ces statistiques d'attente. Vous pouvez justement utiliser ce principe de réinitialisation, par exemple, pour faire une baseline jour en réinitialisant les attentes le matin et en les réinitialisant le soir, ce qui vous permet d'avoir un profil d'attente d'utilisation en journée et un profil d'attente d'utilisation des attentes en batch, par exemple la nuit. Donc c'est quelque chose qui est assez important. Souvent, on arrive sur des instances sur lesquelles les attentes n'ont jamais été réinitialisées,
Et souvent, c'est pas des informations vraiment qu'on peut exploiter sur un problème qui peut être récent, par exemple. Alors, une autre chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas croire tout ce que vous dit l'optimiseur ou DTA, parce que c'est les mêmes algorithmes, hein, en gros. Donc quand DTA ou l'optimiseur vous dit on pourrait gagner 50 ou 80 ou 90% en plaçant cet index sur cette colonne, vérifiez l'impact sur les mises à jour. C'est pas anodin, c'est pas sans impact de créer un index. Essayez de anticiper le ratio lecture-écriture sur la création d'un index. On a vu que dans notre cas, l'update portant sur le Sales Order Detail, l'index a été beaucoup updaté, ça a largement dégradé notre temps d'exécution au LTP. On a vu également, enfin, que le passage en mode Read Commit Snapshot Isolation fragmente les index au départ, donc il faut penser à les reconstruire immédiatement après le passage en mode Read Committed Snapshot Isolation. Même si on ne gagnait pas de temps en reconstruisant les index et en ramenant l'index à un niveau de fragmentation acceptable, on fait toutefois 2 fois moins d'IO, ce qui est quand même important, à la fois en termes de lecture disque et en termes de place utilisée dans le buffer cache. Alors, petit retour sur les outils qu'on a pu utiliser pendant cette session. Déjà, on a travaillé sur une base AdventureWorks 2012 qui a été un petit peu grossie. Vous allez pouvoir grossir vous-même une base AdventureWorks 2012 en suivant le lien qu'on vous propose là sur le blog de Adam Mechanic, qui propose des scripts pour faire quelques grosses tables. On a utilisé aussi SQL Query Stress pour générer de la charge en arrière-plan. Et puis, on ne l'a pas utilisé dans le réenregistrement de la session, mais c'était utilisé lors de la session initiale aux Journées SQL Server 2013. C'est SQL Sentry Plan Explorer. C'est un outil qui vous permet d'aller un petit peu plus loin dans l'exploration d'un plan d'exécution. Et puis, vous allez pouvoir retrouver les scripts des 3 scénarios qu'on vous propose dans cette session sur le blog de CapData, donc blog.capdata.fr, dans la rubrique SQL Server. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.